Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une analyse linéaire du début du postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, publiée en 1791. Cette œuvre s'inscrit clairement dans le mouvement des Lumières, et son auteur, Olympe de Gouges, est une femme libre et engagée au cœur de la Révolution, au cours de laquelle elle fut guillotinée en 1793. Elle s'est illustrée en diffusant ses idées sur des sujets divers, comme la dénonciation de l'esclavage et surtout la reconnaissance des droits de la femme et de l'égalité des sexes par cette œuvre où elle songe à une réforme du mariage et de l'éducation. Dans cet extrait qui ouvre la conclusion, nous abordons l'étape où l'auteur exhorte les femmes à lutter pour leur émancipation par l'établissement de lois justes et raisonnables. Nous verrons comment de manière concise, éloquente et percutante, Olympe de Gouges exhorte les femmes à affirmer leur place dans une société encore attachée aux valeurs passées. Le premier mouvement, lignes 1 à 5, apparaît comme un exorde appelant à une prise de conscience. Dans le deuxième, lignes 6 à 14, Olympe de Gouges met en évidence l'échec de la chute de l'Ancien Régime, dans le sens où si les hommes ont constitué leur propre texte de loi, les femmes en ont été oubliées et écartées. Dans le troisième mouvement, lignes 15 à 20, elle appelle les femmes à l'action, dans l'espoir qu'elles participent à la construction d'une société vraiment nouvelle. Procédons à la lecture du texte. Postambule. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine, fondé sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana? Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent « Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» Tout auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Le texte s'ouvre sur une apostrophe adressée au genre féminin, à la deuxième personne du singulier, et sur un impératif catégorique. C'est donc avec un engagement ferme qu'Olympe de Gouges interpelle ses pairs. L'allégorie de la raison sous la forme du tocsin permet d'insister sur le caractère urgent de la situation, tout comme l'expression « tout l'univers » écarte l'aspect conjoncturel de la révolte à entreprendre. C'est bien le genre féminin, dans son universalité, que l'auteur convoque et engage à défendre ses droits. Consciente du tournant dans lequel se trouve l'histoire de France, au moment où l'on a adopté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Olympe de Gouges comprend qu'au milieu des ruines du passé, les femmes doivent réagir et agir au plus vite pour changer de condition. La négation partielle, ne plus, à la ligne 2, permet d'insister sur l'abolition de l'ancien monde et sur l'ouverture d'une opportunité à saisir. À cette fin, il faudra lutter durement, comme en témoigne le champ lexical de la guerre et du pouvoir, surligné en vert dans tout le texte. En noir, l'accumulation des vices et des obstacles présents dans la société, encore gouvernée par les hommes, est contraire au bien et à la raison, le fil rouge de l'esprit des Lumières, le flambeau de la vérité qu'il faudrait suivre afin d'élever l'humanité. Car si l'homme vient de briser ses fers, la femme reste assujettie dans une société tout juste libérée de l'esclavage de l'Ancien Régime. Les constructions en antithèse, le parallélisme, devenu libre, devenu injuste, soulignent clairement combien le concours des femmes dans la Révolution n'a pas encore été reconnu par la gente masculine. La vérité s'oppose ainsi au mensonge, au fanatisme, à la superstition, à la sottise,
contre lesquels les philosophes des Lumières tels que Voltaire s'étaient déjà érigés. Néanmoins, les femmes semblent avoir une responsabilité dans le sort qui leur est fait. Dans le deuxième mouvement, l'emploi du pluriel dans la nouvelle apostrophe, femme, répétée, donne une dimension concrète à l'interpellation. Sous la forme de questions rhétoriques en accumulation, Olympe de Gouges met les femmes devant le constat de l'échec de la Révolution pour elles. La première question, assez brutale et provocatrice, « Quand cesserez-vous d'être aveugle ?», invite à une prise de conscience douloureuse mais nécessaire. Trop naïves et passives, les femmes n'ont pas su tirer avantage de la chute de la monarchie absolue, rappelée par la périphrase « siècle de corruption ». Mais elles ont même tout perdu. Dans le parallélisme de la ligne 7, les synonymes mépris, dédain, la répétition du comparatif, révèlent la désillusion et la déception devant le résultat. La vision de la femme n'a pas changé et aucun droit nouveau ne lui a été accordé. Reléguée au statut d'objet sans être digne de respect, elle n'a eu la possibilité de jouer de rôle que lorsque l'homme, de par ses faiblesses, a eu besoin de son secours, sans que jamais elle ait accès aux mêmes droits en matière politique, juridique et sociale. La tournure restrictive « vous n'avez régné que » montre que les femmes n'ont jamais eu de pouvoir en soi, et qu'il faudra qu'elles le gagnent elles-mêmes. En définitive, à l'issue de la Révolution, les femmes n'ont recueilli que la certitude de vivre dans une société injuste, inégalitaire, où seuls règnent les hommes. Et c'est sous l'autorité de la nature et de la raison qu'une société plus juste pourra voir le jour. Conformément à l'esprit des Lumières, Olympe de Gouges s'appuie sur le seul argument d'autorité de valeur. La nature a été pervertie par la société, et c'est l'ordre équitable et harmonieux de la nature qui devra être rétabli. Ensuite, l'épisode biblique des noces de Cana, où le Christ s'adressait à sa mère en tant que femme, de manière condescendante, s'inscrit dans un nouvel argument. L'Église, longtemps accrochée aux branches de la politique, et à présent dissociée de l'État, ne devrait plus être une entrave à l'émancipation des femmes. Et la crainte sur laquelle Olympe de Gouges insiste, par les termes redoutés et craignés, est une illusion. Elle n'est plus de saison. La réécriture des paroles du Christ adressées à sa mère et la mise en scène au discours direct des hommes misogynes renforcent la dimension satirique du passage, teintée d'ironie. Ainsi, les femmes ont tout à gagner dans cette révolte. Enfin, dans le troisième mouvement, qui s'ouvre sur une proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel d'hypothèse, Olympe de Gouges engage ses destinataires dans l'action concrètement. Elle sait les réticences auxquelles elles seront confrontées. Elle sait le barrage idéologique qu'elle s'apprête à rencontrer. Le passage est construit dans une amplification qui imite le mouvement des femmes en marche. Cherchant à donner du courage à ses pairs, l'auteur poursuit avec l'accumulation de verbes à l'impératif, mais aussi au futur de certitude. Vous verrez bientôt, car elles se portent garantes de leur réussite, à la condition qu'elles s'unissent toutes dans la lutte. Le champ lexical guerrier domine à nouveau, pointant l'orgueil des hommes, considérés à leur tour avec condescendance. Devenus péjorativement et ironiquement de sages législateurs et les serviles adorateurs rampant aux pieds des femmes, ils doivent à leur tour servir l'intérêt des femmes pour établir un ordre juste. Les oppositions pronominales, vous, il, renforcent encore ce renversement de point de vue. Plus lucides et courageuses, unies, les femmes sauront se jouer des vaines prétentions de supériorité des hommes. Glorifiée, la femme, assimilée à une sage guerrière, combat pour la cause commune. Loin d'abattre les hommes, il s'agit de les rendre fiers de partager avec elles les trésors de l'être suprême. Enfin, le parallélisme final, pouvoir-vouloir, associé à la restriction, ne que, permet d'insister sur la responsabilité des femmes dans cet engagement. La volonté étant une qualité universelle, cela permet de définir cette lutte comme un projet collectif, simple, qui ne demande qu'une adhésion profonde à l'objectif poursuivi. C'est la volonté qui créera la cohésion dans ce combat pour la liberté et l'égalité de tous. En conclusion, cet extrait apparaît comme un discours vibrant adressé aux femmes afin de les mener à la prise de conscience de leurs conditions et de les engager dans la lutte, qui leur permettra d'obtenir des droits égaux à ceux des hommes. Le ton est teinté d'ironie, la teneur foncièrement polémique, mais le texte reste rigoureux, rationnel, d'une intégrité remarquable, étonnamment moderne également. Enfin, à la même époque, un homme, Choderlos de Laclos, auteur des Liaisons dangereuses,
s'était aussi vivement intéressé à la condition des femmes. Il s'était attaché à révéler les failles de leur éducation qui les enfermaient dans un carcan et parfois les conduisaient à un funeste destin. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.